On est avec du coup Bénédicte Rosès, qui est directrice générale de Mobicop et coordinatrice du réseau Pouce. On verra, c'est sur les questions de covoiturage. Albin Serris, déléguée générale dans le réseau Agile. Alors voilà, on prononce Agiles parce que c'est ESS à la fin, qui était anciennement l'Apreva, qui est un réseau de garages et de loueurs solidaires. Et puis Alain Pénicaud, tu es sociétaire de la SIC Railcoop, et on verra l'enjeu de Railcoop, dont Camille, sur le débat d'avant, aurait bien voulu bénéficier plus tôt, peut-être, sur la réouverture de Bordeaux-Lyon, la ligne. D'abord, voilà, parler un peu de Mobicop pour commencer. Qu'est-ce que c'est Mobicop? Qu'est-ce que ça apporte dans ces mobilités alternatives? Alors Mobicop, en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Nous proposons évidemment des services de mobilité partagée. Donc quatre principales solutions. Le covoiturage longue distance ou au covoiturage local. De l'autostop avec, on en a parlé, enfin, vous l'avez cité, réseau Pouce. De la mobilité solidaire, du transport solidaire avec un service qui s'appelle Mobisol. Et puis le dernier service que nous proposons, c'est de l'animation de transition. Ça s'est créé il y a combien de temps? Et par rapport à Blablacar, qui est le site de référence quand on va parler covoiturage, comment vous vous positionnez? Quelles sont vos différences par rapport avec un site comme Blablacar? Alors, Mobicop, en fait, existe depuis plus de 10 ans. C'est le résultat de rencontres. Donc, initialement, il y avait l'association Covoiturage Libre et l'entreprise Covivo. Et puis, tout récemment, une autre société coopérative, Réseau Pouce. Donc, tout ça forme une seule et même entreprise qui s'appelle Mobicop. Donc on a 10 ans d'existence, donc je touche du bois parce que j'espère bien qu'on va continuer encore longtemps. Notre spécificité, en fait, au-delà de notre aspect coopératif et puis toutes les valeurs qu'on met derrière et notre appréhension de la mobilité, c'est surtout qu'en fait on ne commissionne pas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui utilisent nos solutions ne versent rien à notre coopérative. Les échanges monétaires entre conducteurs et passagers sont directement reversés aux conducteurs. Et puis, un point qui est fondamental pour nous, le prix du covoiturage n'est pas lié à l'offre ou à la demande, mais bien au trajet, à la distance du trajet. C'est-à-dire que grève de train, grève de transport en commun, peu importe, en fait, les prix ne doivent pas être triplés parce que mobilité solidaire oblige. On a à cœur que la mobilité reste accessible à toutes et à tous. Je me souviens effectivement, moi, de l'utilisation de covoiturage libre. Comment ça s'est développé par rapport à ce moment-là? C'est sûr que le covoiturage, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. J'imagine que du coup, le nombre de personnes qui vont consulter Mobicop ou avant covoiturage libre aussi s'est développé. Oui, alors on a 400, enfin oui, je crois qu'on a 500 et quelques mille utilisateurs, ce qui est super. Mais il faut aussi se rappeler que c'est au niveau national et que typiquement on va être sur des territoires aussi où les zones d'emploi sont éclatées, donc c'est quand même assez complexe. Je pense, j'habite dans une commune de 3000 habitants, 3 bassins d'emploi, ce qui est assez fréquent en zone rurale. Ça va être l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir mettre en relation tous ces covoitureurs. Donc le fait qu'on soit en société coopérative d'intérêt collectif, que nos utilisateurs puissent être sociétaires, en fait, on a la chance du coup d'avoir ces bénévoles qui vont parler de nos solutions, qui vont partager. Et au quotidien, c'est quand même très confortable. Il y a ce réseau Pouce également, qui est quand même un axe très fort de Mobicop. Comment fonctionne ce réseau Pouce, donc, qui est de l'autostop, et pourquoi il fallait aussi en faire un axe à développer, parce que l'autostop paraît quelque chose de spontané, alors que visiblement ce n'est pas autant le cas que ça. Alors en fait, Réseau Pouce, donc, c'est une solution qui est déployée sur des zones rurales, périurbaines. Donc le réseau s'arrête vraiment là où commence le transport en commun.
Initialement, c'était l'idée de réhabiliter de l'autostop sur des endroits où on fait des déplacements sans y penser. Je vais au marché, je vais à la pharmacie, je vais chez le médecin. Voilà, ces trajets-là, je ne vais pas penser à les partager parce que c'est mes trajets du quotidien et que lancer un ordinateur ou une application, c'est bien plus compliqué. Alors que voilà, je vais passer devant des arrêts sur le pouce, j'ai des autostoppeurs qui attendent et là, je vais m'arrêter. Donc aujourd'hui, voilà, la solution est déployée sur 3600 communes en France et j'espère là encore que ça va continuer. Et en parallèle, du coup, vous mettez en place ces animateurs de la transition qui essaient de sensibiliser sur ces questions de partage automobile, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce que l'expérience nous montre, c'est que les outils numériques sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. On peut vous mettre tous les outils à disposition si on vous informe pas qu'ils existent, si on vous interroge pas sur votre mobilité. En fait, c'est tellement plus confortable de ne pas changer d'habitude que autant continuer comme ça. Donc voilà, donc les animateurs de transition, ils sont vraiment là pour questionner sans culpabiliser, parce qu'on n'est pas dans la culpabilité, mais en tout cas se dire, ok, j'ai 2 kilomètres à faire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne mon vélo ? Ou là, je vais avoir besoin, je peux prendre le bus pour aller au lycée, je finis à 11h. Bon, plutôt que d'attendre devant le lycée, je vais rentrer en autostop, c'est plus facile. Et c'est une option, voilà, j'ai l'information facile, parce qu'en fait, c'est aussi ça, un des enjeux de Mobicop, j'en ai pas parlé, mais en fait, quand vous devez vous déplacer, il faut aller voir sur le site de la commune, puis potentiellement sur celui de la communauté de communes. Et puis avant, il y a aussi le transport scolaire. Ah, mais c'est sur le département. Ah oui, mais attention, certains bus sont ouverts au public, mais pas tous. Enfin voilà, c'est vite un parcours du combattant quand moi j'ai juste besoin d'aller d'un point A à un point B. Donc voilà, Mobicop réfléchit aussi beaucoup à cette expérience utilisateur-utilisatrice pour que ce soit le plus simple possible et que j'ai une réponse à mon trajet. Tu le disais, Mobicop ne prend pas de commission sur le covoiturage lors des trajets. Donc comment économiquement le Mobicop peut vivre et tenir dans ce format de SIC ? Alors en fait, nous, nos clients, ce sont des collectivités ou des entreprises. Elles s'abonnent à notre solution, ce qui permet d'offrir le service aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et pourquoi s'être développé en société coopérative d'intérêt collectif ? Parce qu'il se trouve qu'on avait que les valeurs de l'ESS nous allaient bien, qu'on se retrouvait dans ce format collectif, dans ce mode de gouvernance partagée. Et puis je crois que derrière, il y a aussi un projet sociétal, en fait, tout simplement. Donc des collectivités locales sont également dedans, qui travaillent, j'imagine, avec Mobicop après pour le développer sur leur territoire. C'est ça. En fait, l'intérêt aussi pour nous d'avoir à la fois des collectivités et des entreprises, c'est aussi un gage de réponse à leurs besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait déployer des solutions en se disant dans nos bureaux, ah, super bonne idée. Et en fait, là, on a la chance de pouvoir les expérimenter, les tester avec le territoire et de se rendre compte si c'est une vraie bonne idée ou si c'est une fausse bonne idée. Donc c'est quand même un sacré confort de travail. Albine Serris, tu es donc déléguée générale dans le réseau Agiles. Ce réseau, c'est le réseau des garages et des loueurs solidaires. En quoi ça consiste ? Alors, les garages et les loueurs solidaires, c'est majoritairement des associations et en tout cas des structures de l'économie sociale et solidaire qui se donnent comme objectif d'apporter des solutions concrètes de mobilité aux personnes en difficulté qui ont besoin de se déplacer pour accéder à l'emploi, mais aussi faire leurs démarches administratives, accès aux soins, etc. etc. puisque la mobilité, c'est un des freins majeurs à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle, pas que en milieu rural, aussi en milieu urbain, et notamment pour les métiers finalement les moins bien rémunérés, parce qu'on va être hors des centres-villes, hors des bassins d'emploi desservis par les transports en commun, ou alors sur des horaires décalés, des horaires de nuit ou en coupure. Donc effectivement, cet enjeu de se rendre sur son lieu d'emploi ou de formation est très important et malheureusement, beaucoup de gens sont amenés à renoncer à un emploi faute de s'y rendre, faute de moyens pour s'y rendre. Donc il y a des associations qui se sont créées alors depuis les années 80, mais encore plus depuis les années 2010,
et qui se sont donné comme objectif de pouvoir proposer la réparation, la location, la vente de véhicules à des personnes en difficulté. Donc bien sûr, tout cela doit se faire dans les règles, avec une orientation par des accompagnateurs socio-professionnels pour éviter tout simplement que n'importe qui puisse bénéficier de services à moindre coût, pour respecter la concurrence aussi, le secteur traditionnel des garages et des loueurs. Beaucoup de garages ont aussi une dimension, une double finalité sociale, parce que ce sont aussi des structures d'insertion par l'activité économique. Et donc les mécaniciens, les personnes à l'administratif sont aussi des personnes elles-mêmes en insertion qui se forment à un métier. Donc ça permet d'avoir cette double finalité sociale. Et aujourd'hui, la mission que se donnent nos adhérents et que se donne notre réseau, donc déjà notre réseau il a pour but de rassembler et de professionnaliser ces acteurs-là, c'est d'arriver à réconcilier en fait la transition écologique et l'inclusion, la mobilité pour tous. Puisque malheureusement, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être vues un peu de manière punitive, des mesures pour l'environnement qui peuvent être vues de manière un peu punitive, comme les vignettes critères ou ce genre de choses, qui vont de fait laisser les gens sur le bord de la route. Et en même temps, on ne peut pas rester dans l'idée que la finalité, c'est de donner un véhicule en état à des personnes en difficulté et pas de voir un peu plus loin en se disant il faut qu'ils retrouvent de la mobilité, mais ce n'est pas forcément une mobilité qui doit être autour de l'autosolisme, autour de la possession d'un véhicule personnel. Il y a peut-être plus loin et mieux à aller chercher. Voilà. Alors comment justement tu arrives à aller chercher plus loin et puis à amener aussi des personnes qui sont peut-être pas... leur question effectivement c'est d'avoir une voiture et pas forcément qu'elle pollue pas tant que ça, quoi, peut-être. Oui, tout à fait, surtout qu'il y a un attachement culturel qui est très fort à la voiture et parfois encore plus fort quand on n'a pas beaucoup de moyens, parce que souvent c'est le seul objet de valeur qu'on a. Donc c'est des représentations sur lesquelles il faut travailler. Les garages et les loueurs vont travailler avec les plateformes mobilité, ou alors porter eux-mêmes un système de plateforme mobilité. Donc par exemple, il y a, pour ceux qui connaissent peut-être TCAP, qui est à Langon, qui fait en fait des bilans, des diagnostics mobilité, qui va essayer de comprendre où est-ce que la personne en est avec sa propre mobilité, quels sont ses besoins. Et finalement, une personne qui arrive en disant « il me faut une voiture », parfois on arrive à trouver une solution alternative en lui disant « mais en fait, on peut vous accompagner à avoir une carte de réduction pour prendre le TER », ou parfois si vous ne savez pas très bien comment marchent les lignes, etc., on va faire des ateliers ensemble, faire des ateliers de remise en selle aussi autour du vélo. Donc déjà, il y a un petit peu en amont. Et puis, de plus en plus, on essaye de travailler sur des projets de mobilité partagés, puisque parfois la voiture reste encore la seule solution. Mais si on est plusieurs dedans, eh bien, c'est toujours ça de prix. En plus, on transporte plus de personnes, donc c'est même en plus efficace du point de vue social. Récemment, on avait monté un projet qui s'appelait la cagnotte mobilité et qui consistait à récompenser les personnes faisant des trajets avec des points mobilité échangeables contre des bons d'achat ou des bons de réduction auprès d'artisans et d'entreprises locales ici en Sud-Gironde. Et donc ça a incité des personnes finalement qui voyaient une carotte entre guillemets pour faire leur déplacement de cette manière-là. Donc on essaye de travailler sur ces aspects-là. Je ne sais pas si du coup ce sont des clients, les personnes qui viennent, ou des bénéficiaires de ces garages et loueurs solidaires, mais comment viennent-ils, comment savent-ils que ça existe et que c'est pour eux ? Alors, il y a beaucoup de communication qui est faite auprès des CCAS, des pôles emploi, des missions locales, pour que les conseillers, les conseillères puissent orienter en fait les personnes, les bénéficiaires. C'est vrai qu'on les appelle plutôt les bénéficiaires, mais on peut tout à fait les appeler des clients. Ça ne change pas grand-chose, en tout cas pour moi. Après, il y a beaucoup d'informations qui est faite d'aller vers. Il y a le garage social Apréva qui est situé à Lormont en Gironde, mais qui a des dispositifs de garage mobile. Donc, ce sont des camions ateliers aménagés qui sillonnent le territoire et notamment le sud Gironde et qui font des permanences en fait dans des villes, dans des villages, pour informer les personnes, que potentiellement ils ont accès à des réparations à moindre coût. Ils font aussi beaucoup de conseils, de pédagogie, d'ateliers autour de la sécurité routière et de l'entretien du véhicule, par exemple, savoir faire son niveau. Donc il y a ce aller vers. Donc on a ces deux systèmes complémentaires.
Le réseau me paraît quand même assez développé. Donc, tu disais, il y a Langon, il y a Lormont, Étolier dans le Nord Gironde, Bonne Rencontre, alors que je ne connaissais pas, mais qui est à côté d'Agen également. Il y a dans les Landes. Ça représente quoi ce réseau aujourd'hui? On est 43 adhérents, dont 42 en France métropolitaine et un sur l'île de la Réunion. Et il y a des gros trous dans la raquette, mais effectivement, on a des adhérents du Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et donc des associations qui individuellement ont tous eu à peu près la même idée et qui se retrouvent sur sur leur mode d'action et leur mode de fonctionnement. Je reviens à ma question que je vais poser à peu près à tout le monde, et comment économiquement tout ça aussi fonctionne, quoi. Alors, ça dépend. Dans notre réseau, pour ce qui concerne les structures, ceux qui sont donc structures d'insertion par l'activité économique, comme le garage après-va, il y a une partie importante du financement qui est assurée par les aides au poste reçues, donc qui permettent d'embaucher finalement les personnes en difficulté. Donc le coût salarial est amoindri. Et donc il y a des subventions complémentaires. Par exemple, quand on va louer un véhicule, le bénéficiaire va payer entre 2 et 7 euros par jour. Et il y a un complément, le reste à charge, enfin le reste du reste à charge va être financé par des collectivités ou des organismes, donc le Pôle emploi, le département, le FASTT pour les intérimaires. Donc c'est une hybridation en quelque sorte des ressources, mais on va avoir des garages qui vont être subventionnés à 70%, des garages ou loueurs à 70%, et d'autres à l'inverse plutôt autour de 20 à 30%, en développant des activités par exemple à tout public avec une tarification classique. Alain Pénicaud, tu es sociétaire de la SIC Railcoop. Alors on quitte le monde de la voiture pour aller vers celui du rail. Railcoop est quand même désormais pas mal connu, notamment à Bordeaux pour ceux qui ont des attaches à Lyon ou qui voudraient juste aller visiter, mais pas seulement. C'est l'une des ambitions de Railcoop, c'est de rouvrir cette ligne Bordeaux-Lyon. Peut-être on peut faire un historique sur Railcoop, comment ça s'est développé. Et puis il n'y a pas que Bordeaux-Lyon qui intéresse Railcoop comme ligne. Tout à fait. Alors pour faire un petit historique rapide pour les gens qui ne connaîtraient pas Railcoop, ça s'est créé en fin 2019, je crois par des discussions entre voisins dans le Lot, dans un petit village du Lot. Voilà. Et quand ils ont d'abord créé une première association, ils étaient une trentaine. Moi, j'ai rejoint Railcoop comme sociétaire en mai de l'année dernière, en 2020. Il y avait déjà 1000 personnes. Aujourd'hui, on est 8300 sociétaires. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été passées. Donc, l'ambition de Railcoop, l'analyse au départ, c'était de dire il y a des lignes de voies ferrées qui existent, il y a des gares, souvent désaffectées, et il y a des territoires, on va dire, un peu abandonnés, où la voiture est finalement la seule option pour beaucoup de gens. Pourquoi ne pas essayer de remettre du train? Parce que le train, c'est aussi de l'activité, c'est aussi du lien, c'est aussi de l'économie, c'est aussi de l'oxygène, entre guillemets. Voilà, donc c'est cette analyse-là de réexploiter ce réseau et d'absolument pas se mettre en concurrence avec la SNCF, mais se mettre au contraire en complémentarité. Vous avez peut-être vu passer dans les journaux hier, j'ai vu que Transdev avait pris la part de marché du TER Marseille-Nice, c'est-à-dire que des sociétés qui vont dire là il y a un truc lucratif, je vais aller faire de l'argent là-dessus, et puis je laisse la SNCF se démerder pour faire des TER qui vont au fond des Alpes. Voilà. Le modèle de Railcoop, c'est absolument pas ça. Justement, Railcoop ne se positionne pas sur les délégations de services publics, mais sur, j'espère pas me tromper dans les termes techniques, sur du service librement organisé, non subventionné. Et quand Railcoop demande à exploiter des lignes, la première vérification qui est faite par les autorités du transport, c'est que ça ne va pas porter tort au service public, à ce qui existe déjà comme train autour. Donc par exemple, la ligne Bordeaux-Lyon, qui est effectivement la première ligne que souhaite ouvrir Railcoop, parce qu'ils ont fait une analyse économique. Pardon, je fais des digressions. C'est donc effectivement, comme tu l'as dit, comme Mobicoop, d'ailleurs c'est les deux, Railcoop, Mobicoop font partie du réseau des licornes. C'est une société coopérative d'intérêt... Merci. Voilà. Donc au départ c'est une société, donc il faut que ce soit rentable, il faut qu'à la fin on n'ait pas
perdu d'argent. Voilà, donc il s'agissait de rouvrir une ligne sur laquelle il puisse y avoir suffisamment de trafic pour que les prix des billets permettent de financer l'activité. Donc ça commence avec le Bordeaux-Lyon et il y a eu une vérification que rouvrir un Bordeaux-Lyon n'allait pas faire du tort, entre guillemets, à le TER Bordeaux-Périgueux ou Lyon-Saint-Étienne. Voilà. Et apparemment, de ce que je comprends, ça serait plutôt en fait très complémentaire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 8000 sociétaires. L'année dernière, le grand souci, c'était est-ce qu'on allait pouvoir atteindre 1,5 million d'euros de capital pour être reconnu par l'État comme opérateur ferroviaire. Bon, on est maintenant à 2,5 millions de capital, donc ça a été largement passé. Et ça, ce n'est pas des actionnaires, c'est donc des sociétaires qui sont des gens comme vous et moi, et des collectivités locales, et des partenaires économiques de RAICOP. Et tous ces gens-là, en élisant des membres au conseil d'administration, s'occupent ensemble du futur de RAICOP. Et par exemple, la maire de Ghana, alors Ghana, c'est une petite ville en Creuse, je crois, je ne suis pas sûr de moi. C'est entre Guéret et Saint-Germain-des-Fossés, on va dire. Elle ne s'y est pas trompée. Elle a candidaté pour être au conseil d'administration. D'abord, elle a fait que la communauté de communes de Ghana est membre sociétaire de RAICOP, comme je le suis, comme il y en a d'autres ici qui le sont peut-être. Mais elle s'est portée au conseil d'administration parce que c'est extra. Je veux dire, la gare va réouvrir du fait que RAICOP va avoir de l'activité là. C'est important. Ça pourrait être quand? Il y a des... Excellente question. Alors, RAICOP va commencer son activité d'ici la fin de cette année 2021 avec du fret. Du fret entre la zone Figeac de Casseville et la gare de marchandises de Toulouse, avec l'analyse qu'il y a beaucoup d'activités économiques autour de Figeac de Casseville et il y a des quantités de camions monstrueuses entre les deux. Voilà. Et en plus, le fret, c'est ce qui coûte entre guillemets le moins cher. C'est beaucoup plus facile de louer une locomotive et des wagons pour faire du fret que pour mettre des passagers. Voilà, donc ils vont commencer dès cette année avec Figeac Toulouse. Et normalement, dans les documents de RAICOP, ils expliquent qu'ils vont inaugurer le Bordeaux-Lyon le 26 juin 2000. On est en 2021, donc 26 juin 2022. Voilà. Donc, ah oui, il y a marqué dimanche 26 juin 2022, ouverture de la ligne. Donc je dis, ouais, chapeau, ils sont courageux parce que, voilà, c'est précis. Ouais, oui. Effectivement, alors du coup, le fret, c'est pas non plus quelque chose qui est énormément développé par la SNCF, qui a elle-même en plus une filiale en fret routier et pas en fret ferroviaire. Donc vous vous placez aussi sur des segments qui, pourtant pour le principal opérateur des voies de chemin de fer actuellement, n'est pas le truc le plus rentable, le plus à développer en tout cas. C'est ambitieux. Oui, alors là, je vais sortir un peu de ma zone de compétences pour répondre à une question qui est quand même assez technique. L'ambition de RAICOP, c'est effectivement une ambition qui va dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui va dans le domaine écologique, et donc c'est quand même d'aller enlever du trafic routier. Je veux dire, la concurrence à laquelle s'attaille RAICOP, par exemple dans le Bordeaux-Lyon, c'est pas l'avion entre Bordeaux et Lyon, ça serait bien, mais faut pas se leurrer. On va pas aller prendre des parts du marché où on va prendre 3% du part de marché entre le Bordeaux-Lyon. C'est pas non plus le train. Alors le train, il faut passer par Paris, ce qui coûte assez cher parce que vous prenez 2 TGV, ça va coûter pas mal d'argent. Vous passez par le sud. Le RAICOP va concurrencer la voiture entre Bordeaux et Lyon. Il faut en gros 5h30 de conduite continue sans s'être arrêté pour aller de Bordeaux à Lyon, et on arrive un peu explosé de l'autre côté. En train, alors RAICOP avait l'ambition de le faire en 6h45, ou non, ça doit être du 6h40, c'est aux alentours de 7h. Il y a des négociations avec Réseau Ferré de France. Mais en gros, bon, il y a 1h30 de plus. Par contre, vous arrivez reposé, vous avez pris votre bouquin, vous avez dormi, vous avez pris votre ordinateur, vous avez travaillé, c'est du temps de gagner. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Voilà. En tout cas, ils veulent enlever des camions entre de Casseville, Figeac et Toulouse. Voilà. Et ils pensent... il y a clairement une analyse économique derrière tout ça. Et ils pensent qu'ils vont faire des services où ils ne vont pas perdre de l'argent, mais ils vont gagner de l'argent. Alors quand je dis gagner de l'argent,
C'est une coopérative, encore une fois. Hein. C'est pas pour mettre dans la poche des sociétaires. C'est pour mettre dans le capital de la société pour continuer à se développer. Le Bordeaux-Lyon, c'est la première ligne. Là, vous n'allez pas la voir, mais j'ai amené ça. Là, il y a une carte de France. Il y a plein de lignes. Il y en a une qui passe par Paris. C'est une surprise, voilà. C'est un Paris-Brest en passant par Caen. Mais sinon, c'est quasiment que des lignes périphériques. Voilà. Et bon, on espère que ça va aller. Donc, peut-être une autre particularité de RICOP, c'est qu'il marche avec des cercles de sociétaires. Donc, moi, je suis sociétaire du cercle RICOP à Bordeaux, ou en Gironde, on va dire. Il y a des cercles locaux comme ça, et c'est à ce titre-là que je viens participer aujourd'hui. Mais il y a aussi des cercles qui réfléchissent. Et donc, il y a un cercle sur le service annuel 2022, 2023, etc. Et ça, c'est des réflexions du service annuel, du cercle de sociétaires service annuel, après qui est passé à travers le filtre de l'équipe opérationnelle de RICOP, qui allait vérifier, bon, ils ont des idées ceux-là, mais faut vérifier que ça tient la route, qu'économiquement, il y aura des clients dans les trains, il y aura des passagers, etc., et qu'on ne va pas perdre d'argent. L'idée, c'est que dans 10 ans, RICOP soit un acteur important du ferroviaire en France. Puisse servir quelque part un peu de modèle, parce que c'est une expérience que moi je trouve extraordinaire. C'est nous ensemble, là on définit où est-ce qu'on veut remettre du train. Voilà. Et encore une fois, en partenariat, enfin en complémentarité avec la SNCF. Voilà. Qui finalement, comme le rappelle souvent Nicolas de Bézieux, le directeur général de RICOP, il dit, bon an, mal an, il y a, alors je ne sais plus si c'est 9, 10 ou 11% de part modale en France de train, c'est plutôt bien par rapport aux autres pays européens. Il dit, elle ne marche pas si mal. Voilà. Donc le thème de cette table ronde, c'est mobilité alternative, mais finalement, c'est pas forcément qu'une histoire d'alternative, notamment, je pense, pour Mobicop et le réseau Pouce, parce que ça répond aussi pas seulement à un mode de déplacement différent, mais au fait que c'est hyper compliqué, en fait, des fois, de se déplacer quand on est dans le périurbain ou dans des zones rurales, et c'est à ça que vient de répondre aussi le réseau Pouce. Est-ce qu'en ça, je sais pas comment se voit Mobicop et Réseau Pouce, est-ce que c'est comme aussi une association, enfin une SIC presque parapublique, que ça répond en tout cas à un besoin, à un intérêt collectif et commun? Alors, derrière quand même, il y a l'idée... il y a quand même une idée écologique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaie de limiter, c'est l'autosolisme. Le moins de voitures, d'un point de vue national, oui, bien sûr, mais en zone rurale, c'est très compliqué de vivre sans voiture. Donc ça, c'est un constat. Après, je rebondis sur la question de la complémentarité. Mobicop n'est pas la solution, c'est une solution parmi d'autres. Donc il est important que les acteurs trouvent leur place et que finalement l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse avoir une réponse à son besoin de mobilité. Donc ça peut être un moment, oui, je vais avoir besoin d'une voiture parce que j'ai un entretien d'embauche et du coup je vais aller voir le réseau Agiles. J'ai un train qui peut m'ouvrir des horizons parce que au quotidien je suis sur 20 km. Avec le train, je vais au-delà. Donc c'est comment je vais rejoindre mon train. Et puis des fois c'est du bus, parfois c'est du vélo. Enfin voilà, il y a tout un panel de solutions à mobiliser. Et je ne sais pas non plus si j'ai répondu à votre question. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée de la complémentarité. Et par rapport effectivement au service public, on est toujours... C'est une question qu'on a souvent en tête, de se dire, OK, le covoiturage, c'est bien, mais est-ce qu'on n'enlève pas des lignes de bus? Et non, parce qu'au final, elles n'existent plus, parce qu'elles ne sont pas rentables. Et on se dit qu'une voiture avec 3 personnes à bord, c'est toujours mieux qu'une voiture avec une seule personne. Et dans l'accompagnement de Mobicop auprès des collectivités, il y a toute une série d'éléments et d'outils statistiques qui permettent finalement au territoire d'avoir des données fines de mobilité. Et au final, alors c'est un peu illusoire compte tenu des contraintes économiques des collectivités, mais c'est de se dire que s'il y a du flux à une heure précise sur un axe, plutôt que d'avoir 4 voitures ou une dizaine de voitures avec 4 personnes à bord, voilà, remettons une navette et ça a du sens.
Quand je faisais les recherches pour préparer cette table ronde, j'ai cherché un peu des infos sur le réseau Pouce et on voit comment, en fait, alors c'est souvent des journaux de la presse quotidienne régionale qui racontent que ici le réseau Pouce vient de se développer, vient d'arriver, etc. Comment c'est les communautés de communes qui viennent vous voir en disant je suis dans la galère parce que peut-être ma ligne de bus elle vient de fermer, ou enfin comment ça fonctionne, comment vous arrivez dans certains coins? Oui, c'est ça en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a une dizaine d'années d'existence, donc ça donne une légitimité. On est aussi le siège social en fait de Réseau Pouce et donc maintenant de Mobicop et dans le Tarn-et-Garonne. Si vous connaissez pas le Tarn-et-Garonne, c'est pas grave, il y a énormément de personnes, c'est pas Albi, parce que ça c'est le Tarn, c'est l'autre, c'est Montauban. Mais voilà, on est en zone rurale, donc on a cette légitimité-là. Donc la ruralité, on la connaît, on la vit. Moi je suis directrice générale, donc pour l'embauche c'est compliqué. Castel-Sarrazin, sous-préfecture, il y a un train effectivement, mais c'est quand même, ça reste costaud, hein. Enfin, il faut vouloir venir travailler avec nous. Donc finalement on a cette légitimité. Les collectivités s'appuient aussi sur notre expertise. Le fait qu'on ait 10 ans d'existence, c'est rassurant. Elles ont la possibilité d'être sociétaires, donc d'infléchir aussi nos stratégies, de peser sur les décisions. Ce sont de vrais interlocuteurs. Et puis en fait, ce qu'on leur propose, c'est finalement un accompagnement et un soutien logistique pour qu'elles déploient elles-mêmes leur réseau. Parce qu'en fait, nous, on connaît le Tarn-et-Garonne, mais les habitants et les élus des territoires connaissent bien mieux leur territoire, leurs habitants, les besoins que nous. Comment se sont développés tous ces garages et loueurs solidaires? Ça a été des demandes des collectivités aussi, ou c'est des initiatives au départ qui sont perso, de montage d'associations ou... Justement, on a un peu les deux. Il y a pas mal d'initiatives de personnes retraités ou en fin de carrière du milieu de l'automobile ou du milieu de la solidarité qui ont décidé de créer ces structures-là. Mais effectivement, il y a aussi des demandes assez fortes des collectivités. Alors ça a pu être en milieu rural parce qu'effectivement, on se rend compte que en fait, il n'y a pas de garage sur le territoire. Et en plus, on a des habitants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc un garage solidaire pourrait être une réponse. Il y a aussi, en fait, dans le milieu périurbain, la volonté de trouver des alternatives à ce qu'on appelle la mécanique de rue. Donc, voilà, les personnes qui, sur les parkings, font les réparations un petit peu à l'arrache, de manière illégale, ce qui entraîne, en fait, beaucoup de nuisances, avec notamment le déversement d'huile de vidange dans les canalisations, etc. Et donc, finalement, les garages et les loueurs solidaires, ça peut effectivement être vraiment une réponse locale, une alternative à ces pratiques-là qui sont dangereuses et qui ne sont pas viables aussi. On peut peut-être voir s'il y a des questions ou des remarques. Ouais. Merci beaucoup pour ces interventions. Alors moi je vais avoir une question en fait pour RICOP et Mobicop sur le modèle économique. Vous en avez parlé. Alors je vais commencer l'un après l'autre. RICOP, faire circuler des trains, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que de faire circuler des camions ou des voitures. Quand on pense à tous les péages pour emprunter ce qu'on appelle les sillons, donc l'infrastructure, et puis faire circuler les trains, comment avez-vous imaginé en fait atteindre un équilibre économique, ou est-ce que vous avez des objectifs en termes de nombre de voyageurs ou en termes de nombre de tonnes de fret pour permettre de garantir les emplois, le développement et justement couvrir la carte de France avec les jolies lignes colorées que vous nous avez montrées? C'est ma question, et puis après je passe à la suivante et après je me tais. Très bien. Je vais énormément vous décevoir. Moi je ne suis pas capable de répondre au modèle économique de RICOP. Moi, de ce point de vue-là, en tant que sociétaire, pour avoir lu des articles, après avoir lu leur dossier de prêt, leur site internet, tout ça, je me suis dit, ces gens-là ont l'air sérieux, ils se lancent là-dedans, ça doit tenir la route, je leur fais confiance. Alors ensuite, des trains, ils ne les achètent pas, ils les louent. D'accord ? Donc là, ils sont en train de discuter avec des fabricants de trains pour une autre structure. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a une autre structure qui va acheter des trains que RICOP va dessiner et RICOP va les louer. Voilà, mais ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Pour le moment, RICOP a racheté des TER, des rames, pardon,
de TER à la SNCF pour les réhabiliter et les faire tourner sur le bord de Lyon. Quand ils ont dit que leur modèle économique, c'était de faire je vous ai dit que la concurrence, c'était avec le covoiturage. Donc l'idée, c'est de faire le bord de Lyon à 40 €. Je crois que c'était 38 €, mais bon, de l'ordre de 40 €, c'est-à-dire au prix du covoiturage. Voilà. J'imagine que ça tient la route, mais je suis désolé, j'ai pas la vraie réponse technique que vous attendez. Le pari est lancé alors. Le pari ? Le pari est lancé. Ah, oui, complètement. Pour moi, c'est un pari. Je suis super content de participer en tant que citoyen à aider à ce que ce pari soit réussi. Merci. Voilà. Très rapidement pour Mobicop. Quand vous disiez justement que notamment pour le covoiturage, la plupart du prix qui est payé par la personne, le passager, va pour le conducteur, c'est un modèle plus vertueux que ce qu'on peut voir avec des plateformes de covoiturage plus traditionnelles. Mais alors du coup, où se trouve la marge, ou en fait, d'où cherchez-vous les ressources qui vous permettent justement de maintenir à flot le service et de développer votre activité? Alors en fait, nos clients à nous sont des entreprises et des collectivités qui s'abonnent à nos solutions, ce qui permet la gratuité pour les utilisateurs. Après, il faut savoir qu'il y a la plateforme mobicop.fr qui est nationale, et là pour le coup, c'est finalement les collectivités qui permettent le même modèle au niveau national. Mais c'était important parce qu'historiquement, voilà, il y avait Covoiturage Libre et puis le site a existé et on a à cœur qui continue à fonctionner. Sachant qu'en plus, ça a du sens parce que nos mobilités, elles ne sont pas limitées ni à notre communauté de communes, ni à notre département, notre région. Enfin, voilà, donc quand on a une offre sur un territoire parce que le point d'entrée et le point de sortie doit être bien territorial, avec mobicop.fr, on peut dépasser la frontière et sur un territoire, enfin voilà, il y a un effet domino dans l'abonnement des collectivités, on le voit. Mais s'il y a une rupture entre deux Comcom et que justement le besoin de l'utilisateur y va sur la communauté qui n'est pas desservie, on a au moins cette réponse. Merci beaucoup. Oui, en fait, on a des régions en marque blanche. Alors, c'est un peu la difficulté pour Mobicop, c'est-à-dire que on a parlé de la marque Réseau Pouce, on a mobicop.fr, mais après, il y a aussi des solutions qui sont développées par Mobicop pour le compte de régions. Il y a la région Rhône-Alpes, on a également les Hauts-de-France sur des marques qui sont autres, voilà, Movici, Passe Covoiturage pour le Nord. Donc voilà, on travaille, oui, avec des régions. Il y a un truc aussi que je n'ai pas dit qui est quand même fondamental pour nous, c'est que toutes nos solutions sont développées en logiciel libre. Et ça aussi, c'est le fait je pense que le fait qu'on soit coopérative nous permet cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on développe, c'est aussi pour le bien commun. Ça n'appartient pas à Mobicop, ça n'appartient pas au service, au modèle public, ça appartient aux citoyens et aux contributeurs qui auraient envie soit de s'en emparer, de l'améliorer, le compléter. Voilà, et c'est aussi, en termes d'investissement, c'est lourd, mais c'est un choix qu'a fait la coopérative. Quel rapport il y a avec les garages plus classiques? Comment est-ce qu'ils voient, les garagistes, une initiative comme ça? En général, ça se passe plutôt bien. Il y a des craintes parfois, parce que des craintes qu'on soit sur de la concurrence déloyale. Mais généralement, en faisant de la pédagogie, on arrive rapidement à expliquer que finalement, on ne vient pas prendre des clients, puisque c'est des gens qui ne vont pas chez les garagistes traditionnels ou qui laissent une ardoise. Donc au contraire. Et à l'inverse, pour les garages solidaires, le but, les garages solidaires qui sont ouverts que aux personnes en difficulté, puisque certains ont aussi une tarification différenciée, c'est finalement de ne pas garder les clients ou les bénéficiaires, parce que l'enjeu, c'est de les aider pour passer ce moment difficile, et qu'après, finalement, ils soient plus éligibles, ils aient des revenus trop importants, trop importants pour aller chez les garages solidaires. Donc, en général, ça se passe bien. On a même des relations pour l'embauche des personnes en insertion qui sont en CDD d'insertion. Donc après, l'enjeu, c'est qu'ils trouvent un CDI ou un emploi durable dans n'importe quel domaine, mais en particulier la mécanique. Et aussi du mécénat de matériel
Voilà, en ce moment, il faut que j'aille récupérer des palettes données par Midas. Voilà, donc on a aussi des relations qui sont plutôt bonnes. Et avec les loueurs? Et les loueurs, pareil, parce que effectivement, on n'est pas sur les mêmes prix. Et même sur certains loueurs comme Leclerc ou autres, déjà, on n'est pas sur des volumes qui viennent les concurrencer. Et les conditions sont beaucoup plus intéressantes parce que on loue à tout public. Et la caution, généralement, est beaucoup moins importante. Elle n'est pas encaissée au départ. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de mauvaises relations du tout. Combien de personnes, c'est un peu chiffré, ont pu bénéficier des garages ou des loueurs solidaires? Alors, en 2020, sur l'ensemble de notre réseau, c'était plus de 4000 personnes. Alain Pénicaud pour RICOP. Alors, je connais un peu la réponse parce que tu es venu à la Clé des Ondes faire un débat pour parler de RICOP, mais c'est à peu près la même chose. Comment la profession chez les cheminots aussi voit l'arrivée de RICOP, et puis également la FNOT, la Fédération nationale des usagers et transports. Est-ce qu'il y a des liens, des fois pas toujours faciles? D'accord. Alors la FNOT, je crois qu'elle est en excellente relation avec la direction de RICOP. Je ne suis pas sûr de moi. Ils sont peut-être sociétaires en tant que structure. Je ne suis pas sûr de moi. Mais en tout cas, ça va très bien. Chez les syndicats de cheminots, ça dépend. Il y en a qui accueillent ça très favorablement parce qu'ils entendent le mot solidaire, etc. Il y en a d'autres qui disent ça vient à cause de l'ouverture du service public à la concurrence et qui nous confondent un peu avec des gros méchants capitalistes. Oui, il y en a encore quelques-uns. Mais moi, je fais un peu le parallèle avec Enercop. Peut-être qu'au moment de la libéralisation du domaine de l'énergie, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu des Enercop comme des grands méchants. Je pense qu'aujourd'hui, Enercop a plutôt montré que c'est justement une alternative où c'est les citoyens, à chaque fois qu'on s'abonne à Enercop, on demande quel genre d'électricité on veut en France. Et qu'on a peut-être autre chose qu'une centrale nucléaire de plus. Et ça, c'est... voilà. Donc, avec RICOP, de mon point de vue, c'est la même chose. Et puis, je pense qu'il faudra peut-être un peu de pédagogie, un peu de discussion et de dialogue pour... Finalement, je pense qu'on est du même bord. Voilà. Mais ça ne s'entend pas toujours. On peut proposer aux personnes qui sont ici d'écouter l'échange qu'il y avait eu sur la Clé des Ondes entre toi et notamment la société cheminot, où bon, il faut de la discussion peut-être encore. Voilà, je pense qu'il faut encore qu'on dialogue. Oui. Mais peut-être, alors je ne sais pas, au niveau des usagers et transports, est-ce qu'il y a des liens avec la Fédération nationale des usagers et transports, la FNOT, ou avec d'autres organisations de ce type? Non, enfin, il n'y a pas de... on n'a pas de relation, mais on est aussi une entreprise de l'ESS, donc en fait on est là pour répondre à un besoin non satisfait sur le territoire. Donc Mobicop n'a pas à être partout tout le temps, en fait c'est vraiment une réponse, et on l'a vécu nous avec Réseau Pouce. Il y a un réseau qui s'appelle Octopus dans le Finistère, voilà. Et c'est des associations locales que l'on a régulièrement, avec qui on a échangé, et qui se sont inspirés de notre solution, et c'est très bien comme ça parce que localement il y a une réponse. Donc en fait moi on n'a pas vocation à être les seuls, c'est évident, on n'a pas vocation à répondre à tout, on se concentre sur ce qu'on sait faire là où il y a un besoin. Donc on n'a pas de... Alors sur l'écosystème de la mobilité, oui, il y a de la concurrence bien sûr, mais c'est ni avec les territoires, là pour le coup c'est avec d'autres plateformes qui ne sont pas coopératives, tout simplement. Dans le public, une réaction, une question, une remarque? Pas spécialement. Peut-être... Ouais. Il y a juste des choses que j'ai oublié de dire sur RICOP que j'aimerais bien dire. RICOP a vocation à ne pas s'occuper que de trains. Ils veulent aussi s'occuper autour du train, autour de la gare, aider à développer autour de la gare. Par exemple, alors ça va être avec la restauration qu'il y aura dans les trains, ça sera avec des restaurants locaux, vous commanderez à l'avance sur Internet et votre plateau repas il sera livré à la gare, etc. Ils réfléchissent aussi à la manière de comment est-ce qu'on peut oublier la voiture, c'est-à-dire, parce que le problème c'est que la gare elle est peut-être à 10 km ou 5 ou 35, si on est à Capsieux et qu'on veut prendre le train à Langon, de la gare. Et comment on fait? Ça fait par exemple en autorisant tous les types de vélos
y compris le vélo cargo, y compris le vélo avec la petite charrette où vous allez avec vos 2 enfants et que vous partez en vacances, etc. Si vous êtes un surfeur, ils vont vous autoriser votre surf. Si vous êtes musicien et que vous voulez une contrebasse, vous allez pouvoir voyager avec la contrebasse. Voilà, c'est un peu une vision globale des choses. Et je pense qu'ils discutent certainement déjà avec vous pour réfléchir aux derniers kilomètres, parce que les derniers kilomètres, c'est compliqué et tout le monde n'est pas prêt à faire 10 kilomètres à vélo en partant de la gare. Il faut d'autres solutions. Moi, ce que je dis, à un moment, on a parlé du fait que c'était confortable de ne pas changer. Mais en fait, c'est vachement fun de changer d'habitude, etc. Moi, je remarque qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de voyager sans voiture qu'il y a 10 ans. Et je pense que dans 10 ans, ça sera encore mieux. Voilà, je pense. Juste pour compléter, Alexandra de Bézieux fait partie du conseil de surveillance de Mobicop. Voilà, ça ne m'étonne pas. La directrice générale de RICOP. Peut-être Albine, pour un dernier mot aussi, peut-être sur l'espoir que peut donner aussi ces garages et ces loueurs solidaires. Oui, l'enjeu, ça va être de travailler sur les représentations aussi autour de la voiture. Se dire que passer de la propriété à l'usage, ça pourrait être vraiment une bonne voie. Et donc, en mutualisant les véhicules, en mutualisant ces trajets, il n'y a que des avantages. Il y a du lien social, il y a moins de monde sur la route, il y a un impact environnemental. Également, pour nos publics en difficulté, potentiellement une aide financière en partageant les trajets. Donc voilà, il faut vraiment qu'on aille vers ce chemin-là. Très bien, merci beaucoup à tous les 3.